Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi 2 février, dernier jour d'une semaine marquée par la colère et la présence des agriculteurs. Ils sont venus réclamer auprès des différents gouvernements régionaux, fédéraux, mais aussi auprès des institutions européennes. Alors, que peut faire le gouvernement fédéral? Que peut proposer la Belgique à ses agriculteurs maintenant que le Premier ministre Alexander De Croo a demandé la levée des barrages? Eh bien, nous allons en parler avec celle qui détient les cordons de la bourse, c'est la secrétaire d'État au budget, l'Open VLD, Alexia Bertrand. On l'accueille sur le plateau de Plus d'Actu. Bonjour Alexia Bertrand, bienvenue. Bonjour Michel Gaillard. Exceptionnellement, vous êtes assise, il vous arrive un petit accident, on peut dire ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. J'aurais aimé que ce soit une histoire héroïque, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'était une promenade avec mon chien et un autre grand chien m'est rentré dedans. Voilà, ça m'a croqué le pied dans une ornière et malheureusement, c'est cassé. Vous êtes prête à faire quand même 23 minutes d'interview en direct? Tout à fait. Dites-nous d'abord, concernant les agriculteurs, le Premier ministre leur demande de lever les barrages. Oui. On estime qu'on a répondu à toutes leurs demandes. C'est pas ce qu'eux disent. Apparemment, ils continuent à trouver qu'ils ont trop de lourdeur administrative, pas assez de soutien du monde politique et que leur prix de revient est trop élevé par rapport à ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce que vous leur avez vraiment proposé? Alors, je crois que d'abord, ce qui est important, c'est que le Premier ministre, ensemble avec le ministre de l'Agriculture, David Clarinval et Annelies Verlinden, les a écoutés. Je crois que c'est important d'écouter le monde agricole parce que cette colère, on la voit dans l'ensemble des pays européens. Et c'est chaque fois des revendications à la fois similaires et un peu différentes. En Espagne, c'est le fait qu'ils ne puissent plus utiliser l'eau des rivières pour irriguer. En France, par exemple, c'est les taxes sur le diesel professionnel qui sont rehaussées. En Irlande, c'est les limitations sur le bétail. Ici en Flandre, c'est l'azote. Et donc voilà, je pense qu'il faut écouter, c'est surtout cette lasagne et ces charges administratives, une couche et puis une couche et puis une couche. La bonne nouvelle, c'est que la Belgique a la présidence de l'Union européenne maintenant et qu'on va faire l'interface entre les agriculteurs et l'Union européenne pour voir où on peut diminuer cette couche de lasagne. Mais là, on est dans l'annonce de l'intention. Est-ce que concrètement, vous avez pu leur promettre quelque chose qui leur permettra d'augmenter finalement leurs bénéfices? C'est ça qu'ils demandent. Alors oui, aussi. on a créé une task force et on a regardé des choses très concrètes. D'abord, déjà, comment les 4% de terres en jachère, qui sont un problème parce que c'est des terres qui ne peuvent plus cultiver, peuvent passer dans certaines conditions à 3% au niveau de l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier qu'on a déjà fait une série de choses et qui sont importantes, qui reconnaissent, je pense, quand Alexander De Croo est allé en Chine avec la ministre des Affaires étrangères, l'embargo sur le porc a été levé. Il y a déjà un début d'accord sur ce qui est le bœuf et le chicon. Les traités de libre-échange, il y a une demande qu'on entend sur les clauses miroirs. On a là aussi, il y a eu un conseil des ministres ce matin, ils ont parlé du bail commercial où il y a des charges supplémentaires. Et en fait, c'est ça que disent les agriculteurs, c'est que toutes ces charges, c'est ça qui fait diminuer leur prix de revient. Sur les on croirait prix. presque que vous êtes d'accord avec eux et le fait qu'ils manifestent, qu'ils bloquent des routes. Quelle est la différence d'ailleurs entre des agriculteurs qui bloquent le ring et la FGTB qui va bloquer un morceau d'autoroute pour obtenir de garder la retraite à 65 ans? Pourquoi est-ce qu'on soutient les uns et pas les autres? Alors je crois qu'on ne se réjouit jamais quand quelqu'un bloque le ring ou les routes et ça peut parfois mener à des situations très très compliquées, voire dramatiques. Donc c'est pas ça. Il y a en revanche une vraie grande sensibilité, et depuis toujours, et chez les libéraux en particulier, pour les agriculteurs qui sont des entrepreneurs. Parce qu'en fait, ce sont des entrepreneurs. Et nous, on sait que les charges administratives, c'est ce qui pèse. Ils ont des tonnes de formulaires à remplir. Et à un moment, ça ne devient plus soutenable. Plus des tonnes de règles à suivre. Quand on vous dit 4% doit être mis en jachère, il y a des agriculteurs qui ont des rivières, qui bordent leur terrain. C'est même pas facile à calculer. Et ça prend un temps inimaginable quand il y a des saisonniers qui viennent pour cueillir les fruits, qui viennent d'autres pays. Il faut remplir un tas de formulaires qui est ultra compliqué et qui leur fait perdre un temps fou. Donc ça, on peut l'écouter. Pour le reste, on a essayé d'alléger les charges sur les règles d'étiquetage, à l'initiative de David Clarinval au moment de la task force Ukraine. On permet aux petits producteurs de vendre dans un réseau de 200 km plutôt que 80 km. Les prix, évidemment, comme secrétaire d'État à la consommation, ça me touche particulièrement. On continue à suivre et à monitorer. Aujourd'hui, on voit que les prix évoluent avec le marché, mais on sait que la situation est compliquée. S'il commence à y avoir des pénuries dans certains supermarchés, la secrétaire d'État à la protection des consommateurs que vous êtes va moins soutenir les agriculteurs?
Non, on va chercher des solutions. Donc, on est évidemment en discussion avec les fédérations. On essaye de voir comment on peut trouver des solutions. Mais peut-être un point aussi utile à mentionner, dans les conclaves budgétaires, nous, on a gardé en fait la déduction sur le diesel professionnel, qui est ce qui donne lieu à pas mal de manifestations en France. Donc voilà, il faut dire que chaque pays a une situation qui est un peu différente. Il y a une attention, mais on va devoir continuer à suivre cette situation de très près et à les écouter parce qu'on a besoin de nos agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a une tension un peu entre la nature et les terres agricoles. Donc on voit qu'il y a des exigences en termes de pourcentage de zones boisées. Mais la question à se poser, c'est quid pour les zones agricoles? On a besoin de zones agricoles. On sait bien que les circuits courts, c'est important et que toutes ces règles font en sorte qu'on voit diminuer des exploitations agricoles d'année en année. Et ça ne peut pas être le résultat de ça. On a reçu beaucoup de questions d'internautes concernant la situation des agriculteurs. C'est Aline Walsdorf qui les analyse chaque semaine et vous en avez épinglé 2 qui concernent notamment les agriculteurs et leurs actions de cette semaine, Aline. Plusieurs internautes s'insurgent de la situation des agriculteurs. D'abord, Karine souligne ce paradoxe. Vous défendez les agriculteurs, mais votre parti a voté la PAC, la politique agricole commune. Comment l'expliquer? Et Carlos propose d'instaurer des normes communes, tant au niveau des importations que des exploitations. Ou alors, il dit, je cite, « On ne fait pas chier les agriculteurs ». Est-ce qu'il y a un double discours, Alexia Bertrand? D'un côté, on vote des normes et puis d'un autre côté, on dit on vous soutient. Est-ce que vous pouvez reconnaître qu'à un moment donné, la Belgique participe aussi à ces décisions européennes qui embêtent les agriculteurs? Alors évidemment qu'on participe aux décisions européennes et je peux vous dire, pour avoir fait des négociations européennes hier jusqu'à 1h du matin sur le right to repair, le droit de réparer des produits, c'est très intéressant aussi de le vivre et de voir à quel point il faut se mettre d'accord à 27. Ça, c'est la réalité. Alors parfois, il y a des majorités qualifiées, effectivement. Mais la PAC, c'est quoi concrètement? C'est un tiers du budget européen, on parle d'environ 400 milliards d'euros, qui est consacré à la PAC. Donc ce sont des subsides à l'agriculture. Mais c'est vrai que en échange, et c'est une des difficultés qu'épinglent les agriculteurs aujourd'hui, en échange de ces subsides, il y a toute une série de cordes attachées, c'est-à-dire il y a toute une série de conditions, toute une série de charges administratives. Et je pense que ça, c'est aussi une des grandes difficultés aujourd'hui. On entend souvent les agriculteurs en Belgique se poser des questions, évidemment, sur la répartition de la PAC. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit tenir à l'œil. Mais je pense que la difficulté, et c'est ce que j'observe dans les différents pays, c'est qu'ils sont chaque fois venus avec ces charges administratives qui, à un moment, les tuent et qui ne savent plus. Ça, c'est sur l'aspect administratif. Sur l'aspect des produits, et les agriculteurs qui disent on permet à des concurrents d'importer des produits traités avec des matériaux que nous, on ne peut pas utiliser. Là-dessus, on a une réponse concrète. Alors oui, j'ai beaucoup de sympathie à l'égard de ce discours-là. Et c'est ce que, effectivement, ce sont les discussions aujourd'hui dans le cadre des traités de libre-échange, dont le Mercosur. Aussi. Si on interdit l'importation, nous ne pourrons plus exporter. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Le Premier ministre est allé en Chine et a fait une avancée concrète sur la viande de porc qui était soumise à embargo. On a un progrès, on n'y est pas encore tout à fait, mais déjà un début d'accord sur la viande de bœuf, sur le chicon. Sur le Mercosur, qui sont ces traités de libre-échange, qu'est-ce qu'il faut? Que demandent les agriculteurs? C'est des clauses miroirs. Ça veut dire, si nous, on est soumis à des règles, puisqu'il y a toute une série de règles qui s'imposent aussi sur les produits phytosanitaires, etc., c'est pas normal que d'autres viennent nous exporter leurs produits sans se soumettre à ces règles. Il n'y a plus alors de level playing field, comme on dit, ça veut dire qu'il n'y a plus un terrain de jeu équitable. C'est vrai que les pays du Mercosur ne vont pas arrêter d'utiliser certains produits qui sont interdits chez nous. Non, mais on peut introduire des clauses miroirs dans ces contrats et simplement, ça veut dire ce sont les mêmes règles qui s'appliquent d'un côté comme de l'autre. Alors vous avez aussi une compétence, on l'a dit, en matière de protection des consommateurs et vous avez écrit au nom du gouvernement à Bateaupin qui gère ce qu'on appelle communément les points cash, les Mister Cash, les distributeurs d'argent. Il n'y en a pas assez, vous promettez quoi? Vous exigez quoi? C'est un par commune, voire un peu plus? Alors, on est dans une tendance à la digitalisation, donc on voyait que le nombre de banques contacts diminuait. Il y a des quartiers où il n'y en a pas, notamment les quartiers touristiques, le centre-ville de Bruxelles, c'est compliqué de trouver du cash. Effectivement, et nous on a toujours dit c'est un droit fondamental d'avoir accès à son cash. Et comme ça a diminué, ce qui est logique dans la digitalisation, mais ça a diminué trop fort, le gouvernement est intervenu. On s'est mis à table avec le secteur, pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est plus efficace d'avoir un protocole que de faire une procédure législative qui en plus dans ce cas-ci ne fonctionnait pas. On ne sait pas dire telle banque met un banque contact là, telle banque, ça pour les règles de concurrence. On ne peut pas obliger les banques à mettre des distributeurs. On ne sait pas dire KBC vous en mettez un là, BNP vous en mettez un là, c'est pas possible. Pour des règles de concurrence, ça
n'est juridiquement pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré s'asseoir avec le secteur et ils ont créé une association qui s'appelle Batopin, qui regroupe les 4 grandes banques et qui a pris des engagements au nom de ces 4 grandes banques. Mais d'après les chiffres de Test Achat, les engagements de Batopin tendent quand même vers une diminution et une insuffisance du nombre de distributeurs. Alors c'est quoi l'exigence et c'est quand qu'elle sera atteinte? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une photographie en 2021. Et dans l'accord, ce qu'on a convenu, c'est qu'il y aura 207 distributeurs en plus que ce qu'il y aura en 2021. On a inversé la logique. Avant, ils étaient dans les noyaux commerciaux. Donc parfois, sur une petite place, il y avait 3 banques, il y avait 3 distributeurs. C'est pas très intéressant, ça, pour les consommateurs, d'avoir un distributeur tous les 50 mètres. Donc on a inversé la logique. On a dit non, il faut qu'il soit tout près de chez vous, là où vous habitez. Bien sûr qu'il y en aura encore dans les zones commerciales, évidemment, mais aussi près de chez vous. Parfois, vous avez envie d'aller chercher du cash près de chez vous pour payer la piscine de vos enfants. Et ça, c'est quoi le calendrier? Alors là, c'est pour 2025. Et qu'est-ce qu'on aura? C'est une règle où il faut un distributeur tous les 2, 3 ou 5 kilomètres en fonction de si vous habitez dans une zone urbaine, semi-urbaine ou rurale. Et donc là, on verra une véritable progression. Et puis, ce qu'il faut, c'est pas compter seulement le nombre de distributeurs. Ce qui compte, c'est le nombre d'emplacements. C'est pas intéressant de savoir qu'il y en a 3 au même endroit. Ça n'est qu'un seul emplacement. C'est peut-être 3 distributeurs. Donc, nous, ce qu'on a regardé dans notre protocole, c'est le nombre d'emplacements. Et ils seront mieux répartis qu'avant. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent, c'est, voilà, comme moi, vous constatez qu'il en manque, mais le plan est en train de se dérouler. Ça va s'améliorer d'ici 2025. Et nous sommes intervenus pour faire en sorte qu'il y en ait plus que ce qu'il y aurait eu si on avait laissé le mouvement naturel se faire. Vous êtes aussi en négociation avec les banques et vous leur avez imposé quoi en termes de services sur les comptes, plus de transparence, quoi. Il faut que les banques listent les offres de la concurrence, c'est ça que vous demandez? C'est pas très libéral d'ailleurs pour une Open VLD. Non, pas tout à fait ça, mais ce qu'on trouvait, c'est que les intérêts sur les comptes épargne n'augmentaient pas assez rapidement. Et on s'est rendu compte de 2 choses, c'est qu'il y avait des banques qui avaient des comptes passifs ou dormants, enfin appelons ça comme on veut, qui en fait n'avaient parfois pas augmenté depuis 10 ans. Donc vous êtes dans un compte épargne comme ça et vous pensez que ça suit le marché et en fait non. Donc on a réduit le nombre de produits de 6 à 4 pour les comptes épargne et ça empêchera les banques de vous caler dans un compte passif dans lequel en fait ça ne bouge plus sans que vous vous en rendiez compte. Première chose. Deuxième chose, les banques vont devoir faire preuve de plus de transparence et vous envoyer par vos extraits et sur un site web spécifique, d'abord par vos extraits ce que vous avez eu en taux d'intérêt en montant absolu et en pourcentage et puis sur le site indiquer quels sont les produits plus intéressants qui existent au sein de la propre banque. Vous renvoyez au site comparateur de la FSMA qui compare tous les comptes épargne et vous montre très clairement quel est le plus intéressant. Et vous renvoyez au service de mobilité bancaire qui, comme en téléphonie, vous savez, si vous voulez changer d'opérateur, c'est très facile. Ici, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas encore garder votre numéro IBAN. Malheureusement, c'est l'Europe qui devrait le décider et j'espère qu'on y arrivera. Mais qui va transférer toutes vos domiciliations automatiquement, prévenir vos créanciers. On a quand même l'impression que la qualité du service et la quantité des services bancaires tendent à se réduire énormément. Il y a encore des gens pour lesquels consulter en ligne des extraits de compte, c'est un problème, c'est pas un réflexe. Il y a lieu de garantir une forme de service minimum, d'autant qu'on le rappelle, la Banque de la Poste, elle a été rachetée par Fortis, c'était la banque sociale, le bras armé bancaire du gouvernement. Alors évidemment, c'est important et c'est un point d'attention. C'est pour ça qu'en 2021, on a instauré un service bancaire universel avec une attention spécifique pour tous ces gens qui ne sont pas digitalement actifs encore ou qui subissent la fracture numérique. Avant, c'était vraiment la mission de la Banque de la Poste, mais aujourd'hui, la Banque de la Poste, c'est Fortis, et ça, c'est une banque privée. Alors, avec un peu d'aide de l'État à un moment de son histoire. Que tout le monde a l'obligation d'avoir un service bancaire universel où vous devez offrir au moins 24 retraits aux banques contact gratuits par an, 60 possibilités de transactions manuelles, de virements manuels, le fait de pouvoir imprimer vos extraits de compte, le fait de pouvoir avoir un contact physique et encore toute une série d'autres choses. Donc ça, c'est dans le service bancaire universel. C'est maximum 60 €. Si on compare ça par rapport aux autres pays européens, c'est un prix qui est plutôt dans les bons marchés. C'est vrai qu'on a une offre bancaire. Alors, on aime dire, et je le comprends et je le vis parfois aussi, que les services diminuent, etc. C'est vrai, mais moi, mon rôle... Il y a de moins en moins de guichets, notamment. Alors, c'est vrai. Et en même temps, je dois objectiver par rapport aux autres pays européens. C'est une tendance européenne. Et en fait, la Belgique se débrouille en termes de nombre d'agences et de réseaux d'agences
beaucoup mieux. Je crois qu'on est le 4e pays européen en termes de nombre d'agences. Et quand on regarde le service, le prix par rapport au service, on a une des meilleurs rapports qualité-prix. Maintenant, je suis évidemment toujours attentive. C'est pour ça qu'on a conclu des protocoles. C'est pour ça qu'on fait attention. Et surtout pour les clients les plus vulnérables qui ne peuvent pas, eux, suivre cette transition digitale. Alors, il y a une photo que je voulais vous montrer. C'est un endroit, je pense, que vous connaissez bien. Vous allez la voir apparaître dans les écrans en même temps que les téléspectateurs. C'est un bâtiment dans lequel vous passez un certain temps. Vous êtes... alors là, je voudrais comprendre. Vous êtes conseillère communale. C'est le bâtiment de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre. Vous êtes dans l'opposition. Juste. Mais en même temps, vous allez être candidate sur la liste du bourgmestre. Qu'est-ce qui se passe pour les libéraux à Woluwe-Saint-Pierre? Vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? On est dans l'opposition. Depuis... Mais vous trouvez que la majorité travaille bien, donc vous allez soutenir le bourgmestre? On est dans l'opposition depuis 2012. Donc, vous savez qu'il y a une coalition aujourd'hui, liste du bourgmestre, donc les engagés avec des indépendants, avec Écolo et avec Défi. Ça fait quelques années que voilà, des contacts se sont faits avec la liste du bourgmestre, que je pense qu'on partage une vision similaire pour la commune, et on s'est dit qu'on aimerait revenir aux responsabilités et le faire ensemble. Et donc il y a deux manières de le faire. Soit on fait semblant, et on fait tous une campagne, on gaspille de l'argent public, on met des flyers en plus dans les boîtes aux lettres et on dit aux gens qu'en fait, on fait comme si on avait deux listes et qu'il n'y avait pas d'alliance. Soit on fait les choses de manière très transparente et on dit à l'électeur le choix qu'il a de manière claire dès le départ. Je pense que ce que les gens détestent, c'est les accords dont ils n'ont pas connaissance. Nous les avons parfois vécus, nous en avons parfois été victimes. Je trouve qu'ici, après de longues discussions, une vision partagée... Qui a pris l'initiative de proposer une liste commune? C'est vous qui en avez parlé à Benoît Sorex ou c'est lui qui vous a dit « venez sur ma liste » ? C'est une bonne question et honnêtement, je ne sais même plus vous dire comment est venu l'historique. À un moment dans les discussions, voilà, cette idée a émergé et je crois qu'on était mûrs pour ça et de se dire, voilà, on va peut-être casser un peu les codes. Et je dois vous dire que les gens sont extrêmement positifs. En fait, j'ai reçu beaucoup de réactions de gens qui disent enfin quelque chose de transparent, quelque chose de clair. Ça correspond aux souhaits, je pense, d'une grande partie de la population de Woluwe-Saint-Pierre, puisque ce sont les deux plus grandes formations politiques. Pour faire simple, c'est quoi? C'est les deux principales formations de centre ou de droite? C'est ça que vous proposez? Plus d'accord avec la gauche écologiste, le centre de Défi? Mais je crois que ces deux formations qui ont longtemps géré la commune ensemble, qui ont quand même toute une série de points en commun. Et c'est clair qu'on veut mettre l'accent sur la bonne gouvernance, sur les finances publiques. Et je peux vous dire que c'est un enjeu et un défi majeur. Ce ne sera pas facile. Vous savez que les communes sont dans des situations difficiles. Et aussi à Woluwe-Saint-Pierre, c'est un véritable enjeu. Voilà, sur l'entretien, mais aussi sur tout ce qui est transition climatique, l'isolation des bâtiments, la verdurisation, la qualité de vie. Pour nos habitants, on est dans une commune très verte. Ils veulent préserver leur qualité de vie. On a reçu, nous aussi, beaucoup de commentaires et de questions. Et comme chaque semaine, c'est Aline Walsdorf qui les a analysés. Et vous en avez retenu de nouveau deux, Aline, à l'attention d'Alexia Bertrand. Virginie s'inquiète de son poids d'électrice. En effet, s'il y a un accord préélectoral qui semble déterminer d'avance la coalition qui dirigera la commune de Woluwe-Saint-Pierre, elle se demande s'il est encore nécessaire qu'elle aille voter. Et Laurent souhaite savoir ce que prévoit l'accord entre la liste du bourgmestre et l'Open-MR, votre parti, concernant le poste de bourgmestre. Il se demande si le ou la bourgmestre sera d'office la tête de liste commune ou celui ou celle qui récoltera le plus de voix de préférence. Et je propose, Alexia Bertrand, vous répondiez d'abord à cette deuxième question. C'est dit, ce sera, si vous gagnez, Benoît Sorex le bourgmestre? La tête de liste, c'est Benoît Sorex. Il souhaite continuer son mandat. Et effectivement, il a déjà fait 2 mandatures. Et donc, le bourgmestre, le majorat, sera pour Benoît Sorex, effectivement. Même s'il fait moins ou autant de voix que vous? Alors, je pense que la tête de liste, il y a toujours une prime à la tête de liste. Je serais ravie que l'électeur me donne une confiance forte. Mais effectivement, ça fait partie de nos discussions. C'est que c'est Benoît Sorex qui poursuivra le majorat sur la lancée qu'il a eue depuis 2 mandatures. Forcément jusqu'au bout de la législature. Et vous-même, vous êtes alors candidate échevine, empêchée de facto, parce que il paraît que vous pourriez rester secrétaire d'État quelque temps, le temps qu'on forme un gouvernement au fédéral, dit-on. Oui. Alors, Benoît Sorex s'est engagé à le faire à 100%, il s'est engagé à le faire à plein temps. Et alors, en ce qui me concerne, vous savez qu'il y a 2 élections. Donc, il y a d'abord les élections de juin, où il y a les élections fédérales et régionales. J'ai aussi des questions là-dessus, donc parlez-moi de votre commune. Et puis, il y a les élections d'octobre. En fonction de là où je serai au mois de juin, je serai très claire avec l'électeur au mois d'octobre. Je trouve que c'est le minimum. Donc, je dirais à l'électeur, si je compte siéger, s'il me donne sa confiance évidemment, comme échevine ou pas, et je trouve que ça doit être dit avant. Mais donc vous ne serez
pourrait pas, empêcher le temps de terminer votre mandat au fédéral si ça devait durer quelques temps pour faire un gouvernement? Alors, je connais les bourgmestres empêchés, mais je ne suis pas sûre. Il y a eu des effets empêchés, notamment dans une commune. N'oubliez pas qu'il y a aussi des règles de décumul depuis qui ont été adoptées. Et pour répondre à la première question, parce qu'elle est importante, elle est fondamentale. Oui. Le rôle des électeurs, finalement. Oui, justement, si c'est fondamental d'aller voter, parce qu'en fait, ce qu'on propose, c'est un choix clair. Voilà, ça, c'est ce que notre proposition, c'est de gérer la commune engagée libéraux, liste du bourgmestre libéraux. Si ce n'est pas ça que l'électeur souhaite, eh bien, c'est son droit le plus strict en démocratie de le manifester. Il y a d'autres listes, à Woluwe-Saint-Pierre, il y a une liste écolo, il y a une liste défi, il y a une liste PS. Et donc, il a un choix qui est clair. Donc oui, le vote est plus que jamais important. Voilà, je ne pars pas de l'hypothèse que c'est gagné et que c'est acquis, même s'il y a évidemment de fortes chances qu'on puisse obtenir une majorité absolue. Mais justement, c'est là que l'électeur peut peser de tout son poids pour dire on soutient ça, on soutient votre approche, ou au si contraire, vous avez une majorité on ne absolue, le souhaite pas. vous restez dans cette liste qui s'appellera comment? Liste du bourgmestre open et maire. Liste du bourgmestre open et maire, engagé et indépendant. Ou bien c'est possible de prendre un partenaire de coalition quand même? Mais tout dépend du score des élections. Si la majorité est très, si vous avez la majorité juste, absolue, est-ce que oui ou non, vous parlerez quand même à d'autres? D'abord, il ne faut jamais avoir de tabou et jamais fermer des portes. Je pense que tout peut encore changer et on sait comment c'est en politique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment avoir une majorité absolue et la plus forte possible. Si la majorité est très courte, on ne va pas prendre de risques avec les citoyens. On prendra évidemment, on regardera le cas échéant pour prendre un partenaire à bord. On ne va pas se permettre de jouer avec un siège. Donc voilà, tout dépendra à nouveau du mandat que va nous donner le citoyen. Donc j'ai envie de dire à madame, surtout, aller voter, c'est plus important que jamais, puisque soit vous nous donnez un mandat fort, soit vous nous donnez un signal que c'est dans une autre direction que vous voulez aller. Et nous, ce qu'on a voulu donner, c'est la liberté en transparence. Il nous reste 1 minute 30, Alexia Bertrand. Avant les élections du mois d'octobre, il y aura celle du mois de juin. Vous serez candidate où on le sait enfin maintenant? Vous pouvez nous le dire? Alors, je serai en tout cas candidate au fédéral, donc pour la liste à la Chambre, et en tout cas sur la circonscription de Bruxelles. Donc ça, c'est très clair. Mais avec le MR ou sur une liste Open VLD? C'est le souhait, c'est toujours le souhait, et c'est dans cette direction que ça va. Et ça se joue à quoi? C'est à la place qu'on vous donne? Une liste commune, MR, VLD, où on discute, ce serait la liste tirée par Sophie Winmess, avec Michel Demacht en deuxième position. Et j'espère de tout cœur qu'on va aboutir là-dessus. Pourquoi? Parce qu'indépendamment de ma petite question personnelle, je crois dans la famille libérale et je crois qu'on est plus forts ensemble. Je pense que c'est important. Les relations qui ont été tendues avec le président du MR quand vous étiez encore chef de groupe? Alors, mes relations sont tout à fait apaisées. Je pense que c'est ce qui compte, c'est surtout les relations aussi entre les deux partis, entre Alexander De Croo et Georges Louis et Sophie Winmess. Les relations, ça paraît pas toujours simple. Alors, les relations au Cairn, elles sont excellentes avec David Clarinval. Donc, en fait, on se renforce mutuellement comme famille libérale. Et c'est normal. Il y a beaucoup de familles qui font ça. Vous avez vu, Écolo a annoncé sa liste commune avec Groen, c'est bien normal. Les engagés vont aller avec le CDNV et même le PTB. Mais si c'est tellement évident, pourquoi vous ne dites pas aujourd'hui je serai 3e, je serai 4e, je serai 5e? Parce que je pense que le MR a encore besoin d'un tout petit peu de temps pour pouvoir constituer son puzzle et accoucher des listes. Mais j'ai bon espoir que ça va se faire dans les jours qui viennent. Et si ça ne se fait pas, vous tirerez-vous la liste Open VLD? Si ça ne se fait pas, je tirerai une liste, effectivement, moi-même, avec un projet pour Bruxelles. Et ce sera un projet bilingue, enthousiasmant, et ce sera certainement un projet d'ouverture. Merci d'être venu répondre à toutes ces questions. Le journal vous est présenté à 18h par Valérie Leclerc. Et puis demain, dans Les Experts, Jean-Jacques Deleu reçoit 2 députés bruxellois, Emmanuel Debock et Aurélie Tchekalski, un défi, une MR. Ils sont tous les deux, par ailleurs, habitants de la commune d'Uccle, en région bruxelloise. Belle fin de semaine. Merci, Michel.